En fait, il y a un péché originel dans ce quinquennat, qui n'est pas de la faute, enfin qui est en partie de la faute d'Emmanuel Macron, mais qui est surtout la faute des électeurs qui ne lui ont pas donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et depuis un an, Emmanuel Macron court derrière cette majorité absolue. Je parle sous votre contrôle, mais on sait qu'il ne l'aura jamais. Ouais. Elle est impossible à atteindre parce que ceux vers qui ils regardent, les LR, puisqu'ils sont 62 à l'Assemblée, et que si les 62 basculent dans la majorité, bah effectivement, ils règlent son problème. Sauf que ces 62-là ont été élus contre Emmanuel Macron aux législatives de l'année dernière, et qu'ils ne vont pas soudain passer, pour les beaux yeux d'Emmanuel Macron, de l'opposition à la majorité. Donc, on est dans ce schéma-là où, en réalité, Emmanuel Macron cherche à faire porter le mistigris de la division ou de la non-majorité absolue sur le dos des Républicains et des autres en disant « ben oui, moi, j'ouvre grand mes bras, je suis prêt à accepter tout le monde, sur mes projets évidemment, mais c'est eux qui ne veulent pas venir ». Et ça fait un an qu'on est là, parce que vous vous souvenez, juillet dernier, il avait dit à Elisabeth Borne « bon, bah, trouvez les voies d'une majorité absolue ». Non, ça n'existe pas. Là, avant les 100 jours, c'était Elisabeth Borne a 100 jours pour trouver une voie d'élargissement de la majorité. Et évidemment, ça ne marche jamais. Il est très seul, ce président, non ? Parce qu'il n'y a aucun parti, comme le dit Karl, qui va, ou aucune tête politique qui va dire « oui, bah, on accepte, on suit, on va coopérer avec vous ». Donc il est... en fait, il est dans un piège terrible. Il est très seul et on a l'impression qu'il n'a plus vraiment d'idées. C'est vrai que, comme dit Karl, on a l'impression d'être face un peu à un disque rayé qui nous répète... depuis un an, en fait, depuis cette... alors là où je pense qu'il y a eu une vraie faute de la part d'Emmanuel Macron, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait campagne aux législatives, il s'est retrouvé finalement victime de sa propre paresse électorale, et donc, en effet, il n'a pas de majorité absolue, et depuis, il tente de réunir, mais sauf qu'en fait, il n'a pas de projet clair pour réunir autour de lui. Donc, il y a eu les différentes initiatives qui ont été citées. Il faut aussi rappeler d'autres initiatives qui avaient eu lieu avant, le Conseil de la refondation, le CNR, le grand débat, même la grande marche, si on remonte à 2017. Il y a eu les conventions citoyennes aussi. Mais c'est des conventions citoyennes, donc toute une palette d'outils qui ont été inventés par Emmanuel Macron. On peut lui reconnaître une certaine forme de talent, justement, pour créer des nouvelles formes de débat politique. Le problème, c'est que ça ne débouche jamais sur rien. Et donc là, on peut redouter, on peut craindre que ces fameuses rencontres de Saint-Denis subissent le même sort que les précédentes initiatives et que finalement, il n'y ait pas grand-chose que la montagne accouche d'une souris, puisque on a bien vu les partis politiques qui vont afficher une forme de scepticisme, et encore c'est gentil de dire scepticisme, on voit bien qu'il ne va pas y avoir de rencontre sur les intérêts des macronistes et des oppositions, tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir que leurs intérêts sont divergents, je veux dire, politiquement, donc ça ne peut pas fonctionner. Vous attendez à quoi ? Il peut proposer quoi demain, par exemple ? Sur le fond ? Il va falloir qu'il... On parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle éventuellement de référendum. Qu'est-ce qu'il peut C'est les attentes des Français, ça c'est sûr. Et ce référendum... non mais les Français, c'est pas eux qui sont convoqués demain, c'est les bien partis. sûr, mais en même temps, il répond aux Français aussi en parlant aux partis. Parce qu'effectivement, cette solitude dont on a parlé, cette méthodologie qu'il emploie, certes, depuis ce début de quinquennat, qu'il n'a pas de majorité, mais effectivement aussi, depuis sa première élection, on voit toujours cette même façon de se mettre au centre, de théâtraliser son mandat face aux Français avec soit des grands représentants de la société civile, soit des représentants des partis face à lui, mais c'est lui face aux Français. Et donc demain, c'est aux Français qu'il va parler, qu'il va essayer de parler, il va falloir qu'ils s'entendent, qu'ils se fassent entendre. Donc il va dire, en fait, regardez, c'est eux qui sont irresponsables, c'est pas moi. Oui, en partie, sans doute, parce qu'il va toujours chercher à se dégager, puisque lui, il ne peut pas, il est face à un mur. Face à lui, il y a effectivement, comme le dit très bien Jim Jarassé, une espèce de mutisme de ces partis qui vont, parce qu'ils ne répondent non pas à l'invitation d'Emmanuel Macron, mais à celle du chef de l'État. Et comme ils sont républicains dans une démarche démocratique, ils vont répondre à cette invitation. Mais ils n'en attendent rien et ils ne vont pas manifester le moindre soutien à quoi que ce soit. La porte est vraiment fermée. Il était moins d'eux pour qu'il y en ait certains qui ne soient pas républicains. Hein. Oui, mais en tout cas, ils le sont. Et il y en avait qui n'étaient pas invités. C'est-à-dire ni Marine Le Pen, ni... Jean-Luc Mélenchon. Enfin, les représentants de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Ouais.
Bruno Cotresse, si on regarde bien, on se dit quoi? On est dans un pays avec des institutions étonnantes. Il y a un homme, et quand cet homme, il n'a pas de majorité, un homme ou une femme d'ailleurs, ça s'est pas encore produit, mais un jour ça viendra peut-être, ou une femme, sans majorité, le pays est coincé. C'est sûr que le système institutionnel français a été conçu pour que le président de la République ait une majorité. Et c'est vrai qu'en l'absence de majorité, on voit toutes les difficultés. Parce qu'on n'a pas la culture du dialogue, on n'a pas la culture du dialogue. Emmanuel Macron lui-même pas... a dit qu'il ne croyait pas dans les coalitions à l'allemande. Je pense que c'est une erreur qu'il a faite en tout début de mandat, n'ayant pas de majorité. Il aurait dû normalement dire je vais en rabattre sur mon programme, écouter les oppositions, essayer de voir un vrai contrat de gouvernement, par exemple avec les Républicains. Peut-être que ça aurait pu marcher dans la foulée d'une présidentielle ratée pour les Républicains quand même. Mais Emmanuel Macron, ce qu'il essaye de faire, et c'est là où c'est vraiment intéressant, le pragmatisme macronien, fondamentalement, essaye de transformer en avantage une difficulté très importante, pas de majorité absolue. Ouais. Alors du coup, d'essayer de transformer ça en avantage, c'est-à-dire d'imposer une sorte d'agenda qui n'a pas été explicité pendant la campagne électorale, c'est vrai, mais qui progressivement revient sur des thèmes un peu macroniens quand même. L'école, l'éducation, faire nation, l'écologie, les valeurs. Sur la question de l'école, un gros investissement présidentiel sur la question de l'école, parce que sur l'école, il tient un discours qui peut plaire à la gauche, l'école, le service public, l'éducation, l'émancipation, et puis qui peut plaire à la droite, l'école, l'autorité à l'école. On a vu que la baya, ça pouvait diviser la gauche quand même. Donc voilà, on a un président qui essaye de transformer, on va dire, le plomb, alors peut-être pas en or, éventuellement en argent. Pas des murges encore. voilà, tout à fait. Mais qui essaye de transformer cette grande difficulté en un avantage et surtout de donner du sens à ce deuxième mandat, parce que pour le moment, c'est vrai que tout le monde cherche où est la principale direction que le président veut avoir atteint, quel est le principal résultat de politique publique que le chef de l'État veut avoir atteint au bout de 5 ans. Parce qu'en fait, ils avaient parlé de la retraite, donc la retraite c'est fait, maintenant il faut passer à autre chose. C'est fait, maintenant il faut alors avant de passer la parole... C'est en ça, je ne suis pas d'accord avec vous, le pays n'est pas coincé. Ah. La réalité, c'est qu'il s'arc-boute sur l'idée qu'il faut élargir sa majorité, mais il n'en a pas besoin. Ça fait 1 an de législature. Ils ont passé combien de textes? 149.3. Une quarantaine. Et pas des moindres. Une loi énergétique, quand même, sur le nucléaire. Ils ont passé une loi de programmation militaire, une LOPMI du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est assez technique. Il a passé le budget avec le 49.3. Là où la Constitution de la Ve République est bien faite... Mais ça, c'est avec le 49.3. Oui, mais il faut arrêter avec ce 49.3. C'est un outil c'est la NUPS qui constitutionnel. Le dédramatise pour l'empêcher de l'utiliser. C'est un outil constitutionnel. Michel Rocard l'a utilisé plus d'une vingtaine de fois. Là, on a encore de la marge. Dans d'autres conditions, Karl. Et, il n'avait pas de majorité, il a eu une majorité relative, il essayait de la passer. Là, c'est la même situation. Mais regardez, regardez, on va parler dans l'absolu et pas complètement dans l'absolu parce que ça peut arriver. Imaginons que le 49.3, il s'en serve pas parce qu'il en a besoin pour autre chose sur un texte qu'il peut présenter qui serait celui de l'immigration. Avec un texte qui fait loin de là l'unanimité, parce qu'il plaît ni aux uns ni aux autres, pour des raisons différentes d'ailleurs. Et ça passera pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de renoncer. Non, ce qu'a dit Bruno Cotresse. Il discute avec les Républicains. Il y a un texte qui est passé au Sénat. Je suis désolé. Oui, mais les Républicains Gérald Darmanin propose un texte au Sénat. Ils vont pas lui faire ce cadeau-là. Quel intérêt? Attendez. Gérald Darmanin propose un texte, fait passer son texte au Sénat. Le texte est bien détricoté, les sénateurs, ils mettent ce qu'ils veulent, mais avec l'accord du ministre, pour l'instant. Ce texte est là. Il a été voté par le Sénat, par les Républicains au Sénat. Donc c'est après aux Républicains de l'Assemblée de s'entendre peut-être avec les Républicains du Sénat en disant, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours d'accord. C'est là que le bas blesse. Voilà, c'est là qu'il y a un problème. Ça, c'est notre troisième partie, si j'ai bien compris. On évoquera ça. Mais il y a des passages, à condition de vouloir emprunter ces passages. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, et Bruno Cotresse l'a très bien dit, arc-bouté sur « c'est mon programme, c'est moi qui ai été élu, je ne veux pas discuter avec les autres partis. Donc je vais faire semblant, je vais essayer de montrer que ce n'est pas moi le problème. » Parce que c'est la logique de la Ve République. Et une autre logique aussi. Il est encore dans cette tradition. C'est la logique de l'esprit français, qui n'est pas un esprit de consensus, de partenariat, de dialogue.
où on est toujours dans la culture de l'affrontement. Oui, parce que c'est un jeu à deux niveaux quand même, cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a aussi l'attitude des oppositions. Je veux dire, chacun se répond, c'est une partie de ping-pong. Donc en fait, il faut être constructif des deux côtés. Donc évidemment, alors on l'a dit, Emmanuel Macron peut-être a du mal à tendre la main, ou en tout cas à tendre la main de façon crédible. C'est-à-dire qu'il ne soit pas justement une simple diversion, puisque en fait demain, à quoi on va assister, c'est une diversion sur cette rentrée politique, où il y a des dossiers compliqués qui vont arriver, l'épisode du budget qui pourrait donner lieu à une censure, la loi sur l'immigration qui va être très compliquée. Donc Emmanuel Macron essaye de, sortir un peu détourner un peu l'attention. Mais s'il sort de cette attitude-là pour rentrer dans quelque chose de plus crédible, eh bien peut-être que l'opposition en face pourrait, elle aussi, puisque on attend de sa part une attitude aussi responsable, rentrer dans quelque chose de plus constructif. Donc, et là, je pense évidemment aux Républicains, puisque c'est quand même chez eux que ça se joue. En effet, côté NUPES, on a du mal à voir quels ponts maintenant peuvent être créés entre la majorité d'Emmanuel Macron et la gauche. Mais c'est sûr qu'il y a une voie de passage qui existe probablement, mais elle est quand même très compliquée à trouver. Elle exige une responsabilité de la part des deux camps. Alors, il y a une autre difficulté, Sophie de Ravinel, si je puis me permettre, on l'a vu ce week-end, c'est qu'il ne peut pas se représenter et qu'il peut aussi avoir une majorité qui s'effrite un peu, avec des ambitions qui naissent ici ou là. On l'a vu, on en a parlé avec Gérald Darmanin, avec Bruno Le Maire, avec des méthodologies très différentes. Pourquoi pas avec Gabriel Attal ? Justement, parce que quand on parlait de l'abaya tout à l'heure, est-ce que l'abaya aurait pris une telle dimension ? Est-ce qu'elle aurait occupé tout cet espace ? Peut-être que oui, parce que c'était déjà en préparation avant l'été. On parlait déjà des abayas. J'ai écrit sur la façon avec laquelle Jean-Luc Mélenchon s'isolait du reste de la gauche sur ce sujet, etc. Mais on voit bien là que les tensions autour d'Emmanuel Macron prennent une ampleur différente du fait des concurrences qui commencent à se jouer entre les uns et les autres. Et donc évidemment, entre Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, évidemment, d'un autre ordre, et que du coup, la politique se fait encore moins, disons, à l'écoute des Français, mais de ses propres ambitions. Et là, c'est un écueil pour Emmanuel Macron, qui effectivement va devoir, d'une certaine façon, parce qu'il y a Édouard Philippe aussi, dont on a peu parlé, tenir ses troupes pour tenir sa politique, pour ne pas que la fin de ce quinquennat soit un véritable brouhaha. Parce qu'on parlait des oppositions, du fait qu'elles étaient relativement peu crédibles, mais elles vont évidemment faire monter leur voix parce qu'elles savent qu'il y a un bipartisme d'une certaine façon, avec évidemment Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou son successeur sur les deux partis extrêmes, vont essayer de recomposer le jeu politique à leur intérêt. Et c'est là où on reparlera effectivement des Républicains. Alors Bruno Cotresse, avant de vous passer la parole, on va écouter ce qu'en disent les uns et les autres dans la majorité, dans l'opposition, sur ce rendez-vous de demain. Il y a une interview d'Emmanuel Macron dans Le Point, plusieurs pages. À aucun moment, il ne parle du pouvoir d'achat et de l'inflation. Franchement, moi, quand j'ai lu ça, c'était complètement lunaire. Non, c'est une nouvelle opération de com, mais les Français sont fatigués de cette com à 3 francs 6 sous. Vous vous souvenez, après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat avec des cahiers de doléances. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces cahiers de doléances ? Ils sont enfermés dans les coffres-forts des préfectures. Après, il y a eu des conventions citoyennes. Voilà, c'est de la com. Emmanuel Macron découvre qu'il n'a pas de majorité. Vous savez, pour gouverner un pays, il faut avoir une ligne politique et une majorité. Alors, il en a pas. C'est un petit peu comme un naufragé qui cherche une bouée de sauvetage en ce moment. Alors, vous me direz, même quand il est une majorité, précédent quinquennat, il va dans le mur. On se souvient des Gilets jaunes. Quand je lis le courrier d'invitation qu'il nous a transmis en vue de cette réunion de demain, je ne vois pas sur quoi il est possible de faire des compromis. Je sais aussi à quel point le président de la République est habitué à ces exercices de communication sans lendemain. On a eu le grand débat, on a eu la convention citoyenne sur le climat. S'il s'agit de participer à une opération de communication médiatique qui ne compte pas sur nous pour en être les protagonistes. Alors, Bruno Cotresse. Compliqué pour le chef de l'État parce que comment il peut s'en sortir ? Comment il peut faire pour que demain... Ces initiatives qui prend tout le monde le renvoient au grand débat. Vous avez bien vu dans les déclarations. Eh ben, c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Où sont passées les conclusions du grand débat national ? Pendant toute la campagne de 2022, je suivais les déclarations du chef de l'État et je me dis, il y a quand même un moment donné où le chef de l'État va dire
je propose cela aux Françaises et aux Français parce que c'est eux qui m'en ont parlé dans le grand débat national. Cette phrase n'a jamais été prononcée. Jamais. Donc c'est vrai qu'il y a un souci parce que pour crédibiliser la démarche, le chef de l'État, tout le monde va lui dire mais on ne devait pas en parler déjà. Il ne nous a pas écoutés. Dans le grand débat, et c'est vrai que plusieurs des thèmes qu'il aborde dans l'interview du Point étaient des thèmes qui étaient déjà dans le grand débat national, ou des thèmes sur lesquels le chef de l'État revient depuis plusieurs mois maintenant, renouveau des services publics, l'éducation, l'autorité, l'immigration, le régalien, voilà un certain nombre de thèmes. Donc c'est très compliqué pour le chef de l'État d'incarner la sincérité. Et pour en appeler à la responsabilité des oppositions, ou pour travailler avec les oppositions, c'est vrai que le crédit de sincérité il doit être très important du point de vue du chef de l'État. On en revient au problème que vous citiez tout à l'heure, effectivement, Karl, qui était le chef de l'État, au lendemain de la présidentielle, a fait déjà cette proposition d'ouverture, mais en précisant que c'était à l'intérieur du périmètre de son programme présidentielle, d'une certaine manière, comme si les élections législatives, la majorité relative, confortaient son programme présidentiel. Donc voilà, on tourne autour de ce problème. Je rappelle aussi que le chef de l'État aborde cette rentrée avec pour le moment une popularité dans l'opinion qui est assez tiède, on va dire les choses comme ça. Combien ? Voilà, on est autour de 30%. Ouais. Ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé. Il a enrayé la chute qu'il a connue pendant toute la réforme des retraites, mais ce n'est pas non plus très important comme popularité. Alors, Karl, 2 idées pour que demain, ça ne soit pas un échec, enfin, que ça ne soit pas pour un coup pour rien. Alors, un référendum. voilà. Hein Ou alors il change complètement le gouvernement et puis il dit allez hop. Non, ça, balle neuve. Il a déjà fait, il n'a pas changé tout le gouvernement. Non, mais avec peu de succès. en changeant le Premier ministre, quoi. Ah oui, non, mais ça, on peut déjà l'exclure s'il ne l'a pas fait en juillet, référendum. En septembre. Le référendum, voilà, c'est le mot qui est prononcé depuis la prise de parole d'Olivier Véran, en tout cas. Le préférendum. Voilà, le préférendum, c'est-à-dire un référendum. Alors vous avez soit le référendum à choix multiples, soit ce préférendum où il faut donner les préférences. Ouais. La difficulté que va avoir Emmanuel Macron quand il va demain dire à tous les partis politiques, il va dire on va pouvoir faire un référendum avec plusieurs questions. Emmanuel Bompard, il va tout de suite lui dire pas de problème, moi j'ai une idée de référendum, les retraites. Voilà. On l'a déjà entendu. On revient derrière. Vous avez déjà entendu. On revient en arrière. On revient en arrière. Et combien on fait les retraites. proposer demain Oui, compliqué. À droite, ils vont lui dire, mais attendez, l'immigration. Mais formidable, reprenez on a fait toute une liste de propositions, vous faites sur l'immigration. Compliqué, parce que on voit bien, dans la Ve République, le général de Gaulle a conçu le référendum comme un moyen de se relégitimer dans une période de septennat qui était très longue avant des élections nationales. Là, on n'est plus dans cette configuration-là, et visiblement, Emmanuel Macron, quand même, aimerait utiliser le référendum comme un moyen de dire aux Français, je vous ai entendu, je vous ai compris peut-être, mais en tout cas, voilà, je vais faire ce que vous voulez. Mais si c'est pour faire un référendum à choix multiple ou un préférendum, les Français vont dire oui, pourquoi pas, ça... Ils nous inventent encore un truc impossible. Mais ça ne le relégitime pas du tout. Non. Parce que, pour le coup, on pourra répondre oui, non, peut-être, machin, mais lui ne s'impliquera pas non plus là-dedans. En revanche, s'il fait un référendum là, une seule question très dure, retraite, vous êtes pour les 64 ans, immigration, vous êtes pour la limitation des entrées. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, mais il choisit un affrontement. Bon, si vous êtes d'accord, encore un mot, Jim ? Non, mais moi, plus généralement, ce que je trouve relativement inquiétant chez Emmanuel Macron, et qu'on ne remarquait pas dans son premier quinquennat, parce qu'on avait l'impression qu'il avait toujours un coup d'avance, c'est qu'il y a une forme d'improvisation quand même, qui est très visible, je trouve désormais, dans cet exécutif, depuis la réélection d'Emmanuel Macron, depuis cette campagne législative, j'y reviens. Ça a été le cas avant les vacances sur les 100 jours, ça a été le cas sur le remaniement. Souvenez-vous, on a appris la liste des ministres à la télévision, sur BFM TV, il y avait les ministres qui venaient, qui disaient « je suis nommé ministre », avant même que Emmanuel Koller, que le communiqué de l'Élysée tombe. Et puis là, on a ces rendez-vous... Alexis Koller. Secrétaire général de l'Élysée. On a ce rendez-vous de Saint-Denis, et on apprend aujourd'hui, donc la veille du rendez-vous, qu'Emmanuel Macron convoque ses ministres, c'était ce matin, et les responsables de la majorité ce soir, donc à moins de 12 heures du rendez-vous, pour leur dire, alors, les amis, qu'est-ce qu'il faut que je dise demain ? C'est quand même un peu... Je trouve que c'est un peu étonnant. De ce jeune homme brillant, quand même, on peut le dire, il y a déjà cette expérience des Gilets jaunes qui l'a déstabilisé, de la crise sanitaire qui l'a déstabilisé, de beaucoup de choses qui l'ont déstabilisé, parce que c'est vrai que si on regarde la première année de son premier mandat,
il réforme le Code du travail, il réforme, il supprime une partie de l'impôt sur la fortune. Et vraiment, il navigue sans problème. Hein. Le train a déraillé, mais il a réussi plusieurs fois à le remettre sur les rails. Oui, mais pas. Oui. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu à court de charbon, si on veut filer la métaphore. Alors Bruno, un dernier mot, et puis on passe au... très court. Le référendum, c'est bien, mais le problème, c'est le lendemain du référendum. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre. Et si on propose plusieurs enjeux de politique publique ou plusieurs sujets, est-ce qu'on peut les mettre en œuvre en même temps? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'ils ne vont pas un peu se contredire? Donc c'est un peu le lendemain, le problème du référendum. Et puis sur ce que vous disiez, Yves, effectivement, je trouve que le premier mandat, au fond, d'une certaine manière, la trajectoire d'Emmanuel Macron, presque est l'explication de ce premier mandat. On est un jeune président de 39 ans, à la tête d'une grande puissance mondiale, d'une certaine manière, c'est autosuffisant comme explication. Par contre, le deuxième mandat, là, on a un souci qui est où est-ce qu'il veut aller. On a le sentiment, effectivement, depuis les Gilets jaunes, qu'il a perdu un petit peu, pas le feu sacré, mais la narration de départ. Le mot émancipation, par exemple, n'est pratiquement plus jamais prononcé par le chef de l'État. C'est vrai.